Nous allons pouvoir commencer cette table ronde. Donc nous reprenons nos échanges avec cette table ronde maintenant qui s'appelle « Réfléchir ». Les organisateurs, dans leur grande sagesse, ont choisi ce mot plutôt que le verbe « penser », parce qu'il a l'avantage de jouer avec ces miroirs qui sont au cœur de l'œuvre de Michelangelo Pistoletto. Et notamment, évidemment, vous l'avez compris ce matin, de ce mètre cube de l'infini, composé de 6 miroirs rectangulaires assemblés face tournée vers l'intérieur, et dont on ne peut qu'imaginer la réflexion à l'infini. Voilà, donc dans cette heure qui nous est offerte, et avant que Michelangelo Pistoletto nous rejoigne, on va quand même commencer nos échanges. Il s'agit de penser ces espaces aux noms variés, spirituels ou non, placés au cœur de l'hôpital, et on l'a déjà un peu compris ce matin, presque arrachés, pourrait-on dire, au mètre carré dédié aux soins. Pour ce faire, nous accueillons 2 philosophes, Cynthia Fleury, donc vous êtes déjà exprimé ce matin, mais peut-être que si certains nous rejoignent, on peut redire que vous avez la particularité d'être doublement investi dans le monde du soin et de la santé, à la fois comme psychanalyste et comme philosophe. Donc vous êtes titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers et également de la chaire de philosophie à l'intérieur de l'hôpital Sainte-Anne, donc celle dont vous nous disiez tout à l'heure qu'elle était même placée dans la chapelle de l'hôpital Sainte-Anne. Et puis nombre de vos travaux donc, sont au croisement de ces disciplines. Et parmi les plus récents, on peut citer « Le soin est un humanisme » dans la collection des tracts Gallimard. Et puis tout récemment, « La clinique de la dignité » dont Thierry Fabre a parlé ce matin. Et Olivier Mongin, donc vous êtes également philosophe, et un philosophe multidisciplinaire, on peut dire comme ça, dans l'Académie française. Capable de s'intéresser autant à la transformation de nos villes, aux évolutions du croire ou aux nouvelles technologies. Vous êtes aussi un homme de revue, donc, puisque vous avez longtemps dirigé la revue Esprit, et vous êtes président de l'association Paul Ricoeur, là aussi dont il a été question ce matin et dont il sera sans doute encore question pendant l'heure qui vient. Voilà, donc pour entamer nos échanges, nous allons commencer avec vous, Cynthia Fleury, et d'abord par cette question peut-être de la souffrance et même de la confrontation à la mort, dont il a été question ce matin évidemment dans les témoignages qu'on entendait, qui étaient chuchotés ou lus à voix haute. Qu'est-ce que la confrontation à la maladie et à la possibilité de la mort effracte peut-être en chacun de nous? Quel type de souffrance elle crée? Et du coup, c'est pour dans un deuxième temps en venir à, en fait, quel est le besoin des patients et de leurs proches et des soignants confrontés à cette souffrance dans cette période particulière? Je crois que chacun a pu, dans sa vie, faire l'expérience de ça. Vous avez dit le mot, c'est le mot freudien, d'ailleurs, pour définir ce qu'est un traumatisme. Et c'est l'effraction du réel de la mort. Et ça, si vous voulez, c'est d'une certaine manière voilà, une violence structurelle de la vie. Qui est chacun de nous, c'est ce que disait Jean Kelevitch, puisque je vois un petit Jean Kelevitch être sur la table. Jean Kelevitch disait, voilà, ce qui est la mort, c'est à la fois la plus grande des certitudes, et en même temps, c'est le rapport à l'incertitude totale. Donc, si vous voulez, ce qu'il appelle l'organe obstacle pour penser, c'est-à-dire que, voilà, on est face à ça, et donc très souvent, face à cette annonce-là, indépendamment de tout de suite l'émotion, la peine, la colère, que sais-je, il y a d'abord une sidération, en tout cas, souvent, il y a un effet de sidération. Et la question du silence peut d'ailleurs être la chambre d'écho de cette sidération. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une nécessité peut-être de ne pas tout de suite avoir les mots. Encore une fois, ça varie, hein. Les sujets ne sont pas du tout au même endroit par rapport à la question de qu'est-ce qui fait effraction chez soi. Il y a des individus qui vont au contraire avoir la nécessité de verbaliser très vite, et puis d'autres au contraire qui vont, comme ils disent, encaisser.
Bon. Et donc, ce temps-là de la sidération, d'une confrontation avec quelque chose qui s'appelle l'irréversible, encore une fois, que vous soyez, comment dire, potentiellement guérissable ou pas. C'est pas... Hein, j'enlève, alors d'autant plus si on vous dit il y a un incurable. Mais de toute façon, la maladie avec un potentiel de mort, ça vient effracter le sujet dans sa flèche de vie, dans sa flèche par rapport au temps. Tout d'un coup, il prend la conscience de l'irréversible, qui est une grande question de Jean Kelevitch. Et il prend soit conscience pour lui, soit pour un autre, lorsque c'est l'annonce qui vient frapper celui qui est à côté de soi. Donc de toute façon, d'avoir potentiellement un lieu... Alors, je dirais que c'est terrible, c'est la force de l'effraction, c'est que l'effraction, ça fait espace-temps. Hein. Donc, je veux dire par là qu'il n'y a pas besoin de lieu pour se prendre l'effraction. Donc, l'effraction, immédiatement autour de soi, choum, il y a une espèce comme ça, d'aura pour encaisser. Hein. Et ce qui est d'ailleurs une vérité, c'est ce que disait... C'est ce qui a été dit ce matin quand on a posé l'art comme phénoménologie. Je dis ça pour ceux qui se posent la question des mètres carrés à conquérir. Il y a une technique aussi qui consiste à faire l'inverse, c'est-à-dire à produire une œuvre, coûte que coûte, à la poser, et vous allez voir qu'elle va créer un espace-temps. Donc ça, c'est la technique que je vous recommande, parce que si on attend d'avoir des mètres carrés pour l'art, en fait, il faut généralement produire de l'art, et vous savez quoi, ça produit des mètres carrés immédiatement autour par l'effet que les uns et les autres ils sont modifiés par ça, et donc ils vont modifier leur manière d'être, leur ethos, ils vont faire attention à l'œuvre, etc. Et va se créer un espace-temps. Donc là, c'est la même chose. Donc cette expérience de la vulnérabilité, elle produit ça en soi. Et puis ensuite... Dans ce lieu, vous pouvez avoir besoin de beaucoup de choses. Vous pouvez avoir besoin de, on l'a vu ce matin, les mots répit, pause, recul, décélération, production d'un temps propre, production d'espérance. On sait très souvent aujourd'hui avec le cancer, par exemple, que ça peut être une maladie et que c'est une bonne nouvelle. Ça peut être une maladie chronique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans la chronicité du temps malade et qui n'est pas que celui de l'aigu et qui est celui ensuite du rétablissement, etc., etc. Donc voilà, du soutien, donc la possibilité d'un dépôt sans doute de peine, de plainte, mais très très vite d'avoir une approche capacitaire, c'est-à-dire d'avoir le fait de se dire, bah, tiens, on parlait de Canguilhem ce matin, comment je peux réinventer une nouvelle norme de vie à partir de cette annonce. Olivier Mongin, comment est-ce que vous avez... Donc ce matin, je vous entendais souvent réagir aux échanges et puis même aux images qu'on a vues. Même, oui. Et c'est parce que j'étais à côté de vous. À partir de vos différents travaux, quel sens voyez-vous à ce type d'espace? Donc on a bien dit qu'ils étaient, en échangeant avec vous, spirituels ou non spirituels, dans un lieu hospitalier. Et comment est-ce que vous analysez la conception de cet espace-là, conception architecturale, enfin spatiale, architecturale, etc. Merci, mais je ne veux pas faire le travail de Madame Saint-Martin, qui le fera mieux que moi. Non, je voulais vous remercier. Moi, j'aurais me poser comme quelqu'un qui est un peu à l'extérieur du lieu médical. Je suis d'une famille de médecins. J'ai un arrière-grand-père qui avait même inventé des choses incroyables, paraît-il, pour les dames, donc je suis très fier. Mais moi, j'ai toujours vécu la médecine comme quelque chose, j'ai une femme médecin, d'oppressant. C'est-à-dire des gens qui maîtrisent un savoir, et tu te tais, tu écoutes, etc., va à l'hôpital, parce que voilà. Je tiens à le dire parce que c'est le cas de beaucoup de gens que je vois encore. Une expérience. C'est pas le cas ici. Je remercie d'ailleurs Thierry et Monsieur Marachid, qui j'aurais aimé être soigné par vous, mais enfin, pour l'instant, ça va à peu près. Et donc, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment... c'est pas le débat, comment on accède à l'œuvre d'art de Monsieur... c'est une œuvre d'art, on est d'accord. Il a dit, moi, ça m'a beaucoup éclairé, elle peut être déplacée. Ce mètre cube, il peut être au musée du Louvre, il pourrait être ailleurs. Donc, il n'est pas là, dans ce contexte, il n'est pas une œuvre spécifique à ce contexte. Mais est-ce que l'œuvre d'art est l'ensemble voilà, mais du là, lieu de recueillement, y compris dans son aménagement avec les alvéoles, etc. Là, moi, ce qui m'intéresse après, c'est comment cette œuvre d'art va me permettre de rentrer dans ce lieu qui lui-même est lié à d'autres lieux, à un lieu qui est le lieu médical. On n'en a peut-être pas assez parlé. Ce lieu-là, c'est pas un lieu qui est à côté. C'est pas un lieu marginal. C'est un lieu qui est collé.
je dirais, c'est un écart par rapport à l'espace que j'appellerais scientifique. Je suis désolé, c'est bon. Et je pense que c'est très important. L'œuvre de M. Pistoletto est une œuvre abstraite, il l'a dit, spéculative. C'est pour ça qu'elle peut gêner des gens, que ce soit du carton ou pas, n'est pas le problème. C'est une œuvre spéculative. D'ailleurs, au passage, il m'autorisera, en préparant, j'ai trouvé, je ne connais très mal Saint-Augustin, je vais être honnête, avec la tradition chrétienne que j'ai eue dans un collège catholique, on n'étudiait rien du tout, donc... et ce n'est pas le cas des protestants et des juifs, je tiens à le dire. Saint-Augustin, dans De Trinitate, écrit... Saint-Augustin, à l'époque, il croit en Dieu, il croit qu'il peut avoir accès à Dieu. De ta vie éternelle, j'étais certain, encore que, je ne l'ai perçu qu'en énigme et comme dans un miroir. Je ne sais pas si vous avez vu et lu, mais voilà. Bon, ça m'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire qu'ici, on a un lieu qui, effectivement, doit être compris comme un lieu articulé à d'autres lieux. Il y a le lieu interne, etc. Donc le problème, moi qui me passionne beaucoup, c'est effectivement le problème d'une architecture. Et ça a été très bien dit par Crémieux. Le problème de l'hôpital aujourd'hui, et par le dernier directeur de l'IPC qui va changer, effectivement, il y a un... Je ne sais pas s'il est encore là. Voilà, mais... non, mais d'autres lui donneront des conseils. Effectivement, il a parlé d'un couloir, et avoir un couloir qui ne va pas, il n'y a rien de plus catastrophique. Hein, bon. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que, effectivement, le problème de l'architecture, c'est le problème de l'articulation d'espace. Pour moi, M. Pistoletto est un architecte au sens italien, au sens d'Alberti. Alberti, pour moi, c'est la Renaissance italienne, c'est tout ce qu'il y a de plus important. C'est l'institution du lieu. Et Alberti, dans le traité d'architecture, c'est le premier traité d'architecture qu'on a dans le monde, en Europe et partout. Qu'est-ce qu'il dit? Construire. Ça veut dire être debout, comme a dit Thierry Fabre. C'est instituer l'humanité. On institue de l'humanité. C'est ça qu'il faut entendre. Ça veut dire que... Mais il n'a pas eu de café, moi non plus, donc effectivement, on fait ce qu'on peut. Hein. Bon. Et donc ça veut dire quand même pour Alberti, construire, c'est humaniser un monde qui n'est pas si humanisé que ça. Et Lévinas, qui a été cité ce matin, qui est pour moi l'un des plus grands philosophes du monde, juif, mais ce n'est pas une pensée juive au sens strict, c'est très complexe. Lévinas dit, dans ce monde, on est à Gaza, et dans ce monde qui porte si peu d'humanité. Essayons de réfléchir quand même, vous avez parlé de la guerre et tout, et les guerres de religion sont toujours là, on ne vit pas malheureusement dans cet espace pacifié. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, d'où la force de cet espace, ou la faiblesse, ou plus je dirais de cet espace, au sens fort du terme, la faiblesse de croire, comme dit De Certeau. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment un lieu, justement, peut être il est lié à d'autres lieux, il n'y a pas de lieu isolé. Un lieu isolé, c'est un lieu dramatique, c'est un lieu fermé, c'est un centre de rétention. Ce n'est pas un centre de rétention. Donc il faut comprendre l'articulation de ce lieu avec, effectivement, l'espace. Alors moi, qui suis peu médical, comme je l'ai expliqué, ce qui m'intéresse, on n'a pas tellement parlé de la mort, finalement, ce matin. Je suis très surpris de ça. On est quand même dans une période législative où on s'inquiète de ça, avec des arguments qui peuvent... Ce n'est pas le débat de cet après-midi, mais on peut s'apercevoir que, par rapport à ce qui a été dit toute la matinée, on aurait aimé entendre, au niveau même de la Convention, des propos autres que « moi je pense que hein », parce que c'est exactement ce que vous avez dit. Et bon, voilà, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est Alberti, et puis ce qui a été dit par Crémieux et beaucoup d'autres, c'est la question de la temporalité. C'est-à-dire un espace comme le vôtre, c'est un espace qui me donne accès à une temporalité qui n'est pas la temporalité du moment présent, puisqu'avec votre réflexion de l'infini, vous nous renvoyez à l'arrière, en avant, et pas uniquement aux 4 religions. Vous nous renvoyez à la mémoire et à l'avenir. C'est votre fameux, comment on l'appelle, le troisième paradis. Et alors moi, ça me paraît très important. Je voudrais juste terminer, parce que mon ami Christian de Portzamparc, il dit toujours... Qu'est-ce que c'est que faire de l'architecture? Ça a été dit plusieurs fois ce matin, mais pour moi, c'est la question centrale. C'est la temporalité. C'est créer du temps avec l'espace. Mais le temps, ce n'est pas le moment présent. Ce n'est pas l'instantané. C'est cette capacité de repartir en arrière pour rebondir en avant. Ce que vous expliquez. J'ai écouté vos conférences du Louvre, vous expliquez ça très très bien. Et voilà, moi, donc ce que je veux simplement dire, c'est qu'un espace comme ça, c'est un espace qu'il ne faut pas prendre comme lieu de retraite, comme lieu de retrait. Ce n'est pas un espace en marge, c'est un espace qui a pensé en lien avec un espace qui le comprend déjà.
Donc tout ce qui a été dit, moi j'attends, on n'est pas italien, nous, on n'aime pas l'architecture en France. On n'enseigne pas l'architecture ni l'urbanisme comme en Allemagne et en France. On a un mépris, je dis ça devant les politiques, on a un mépris total pour l'urbanisme et l'architecture, d'où ce qui est en train de devenir Paris. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais madame... Simplement... Non, mais ce n'est pas dans notre logiciel. Pour nous, l'architecture, c'est le pouvoir. Moi, j'habite au Palais Royal, je peux vous dire, je suis entouré de monuments dont je me passerai parfaitement. Et les églises sont vides par ailleurs, mais on n'a pas d'espace comme ça. Donc, je dirais, non, je reviens à cette question de l'urbanisme et de l'architecture. Ce que je vous faites, c'est une œuvre d'architecte. On est loin, là, d'après, je vais m'arrêter, hein, mais on est loin de ce qui n'est pas une chapelle, justement. Après, on va reparler. Mais moi ce qui m'intéresse après, c'est la cité de Biella. Parce que ce projet, il est aussi lié... Mais pour rester juste pour le moment sur ce lieu-là... Il est aussi lié à une réflexion beaucoup plus large sur la ville que vous, d'une certaine manière, vous avez... Et on a une autre table ronde et encore une autre après pour en parler. Simplement, une chose qui était intéressante, et vous avez dit que ce n'était pas tellement ressorti ce matin, c'est le rôle de ce puits de lumière au-dessus qui vous a intrigué. Non, oui, je vais dire ça. D'abord, on n'a quasiment pas parlé du puits de lumière. Mais c'est vrai que... Si je peux vous interrompre, c'est vrai que vous avez parlé de l'architecture. Si vous regardez le dessin qu'on a fait pour commencer, c'est un dessin d'architecture. Bien sûr. C'était pas prévu. On n'est pas parti de cubes. Voilà. On est parti même de ce vide qu'on a créé, qu'il n'y avait pas de vide, il y avait un plafond. Voilà. On a dit, mais là-haut, il y a le ciel, il y a la lumière. On a fait un trou, un ovale. C'est un ovale. Ben, vous avez fait un puits de lumière. Et on a fait on appelle le puits de lumière. Et après, vous voyez, le dessin est un dessin qu'on dit articulé à partir de cette lumière. Vous avez bien dit. Hein? Oui. Juste. Mais après, qu'est-ce qu'il faut mettre là au centre? Il faut mettre le mètre cube. C'est arrivé tout seul. Voilà, mais il est tombé de la lumière. Bon. Elle est tombée. C'est l'architecture. Mais voilà, c'est ça que vous expliquez bien mieux que moi. Parce que la peinture, la sculpture sont quelque chose. La peinture a toujours été devant nous. La sculpture était toujours à toucher, mais devant nous. Mais mon art est dans l'espace, dans le temps, l'espace-temps. Donc, dans l'espace. Donc, c'est le centre de quelque chose qui s'articule autour. Mais voilà, c'est l'architecture. C'est ça que je voulais un peu... Mais l'architecture que vous avez dit, qu'est-ce que ça devient autour de l'architecture? Mais c'est l'architecture, même, oublions un peu le lieu spirituel, l'architecture, même chez les Grecs, et c'est pas sans lien avec la démocratie, qui va pas très bien en ce moment, justement, c'est pas... L'architecture, chez les Grecs, Cynthia me corrigera, mais c'est un peu banal, l'agora, c'est des gens qui se réunissent autour d'un vide. C'est l'agora. Parce qu'il a fallu que le centre, ça, c'est une agora royale, soit un vide. C'est l'agora des religions. Et on est bien d'accord. C'est une agora qui redonne la spiritualité. Le Panthéon aussi le Panthéon à Rome, il y a cette lumière qui tombe dessus. Mais c'est-à-dire, ce qui est très important, plutôt que de polémiquer sur le cube, qui n'est pas si simple à comprendre, parce que c'est quelque chose de scientifique, vous êtes iconoclaste, comme c'était très bien dit, il faut comprendre que c'est une centralité. Je suis figurativement iconoclaste. Voilà. Si vous nous compliquez à ce point-là, là, on est perdu. Contradiction. Hein. Bon. Non, mais moi, j'insiste simplement qu'on est au cœur d'un centre. Oui. C'est une centralité qui est vide. Raison. Comme Socrate regarde ses amis, et comme la démocratie, madame, la démocratie, c'est l'indétermination démocratique. Il n'y a plus de fondement. Oui, c'est ça. On a droit d'être croyant, c'est mon cas, même si Dieu est mort, il est mort depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il ne nous dessine plus les signes, on ne sait plus faire. Donc, voilà. Mais autour des religions, c'était la religion, c'est le premier cercle. Mais oui, autour. On est d'accord. Mais le deuxième cercle est la politique. Et c'est pour ça que vous parlez, c'est-à-dire qu'on a une absence de fondement. Et la vraie question, et Paul Ricoeur est là pour nous aider, quand il y a absence de fondement, le problème, c'est ce qu'on est confronté à une indétermination radicale. C'est un peu le cas de nos sociétés aujourd'hui. Je termine. Le problème, je parle moins que M. Pistoletto quand même. Non, juste pour dire qu'on a affaire à une multifondation. Voilà. Et donc on va retrouver nos religions. Voilà. Alors justement, parlons des alvéoles. Autour de ce cube et autour de ce puits de lumière, donc il y a des alvéoles qui ont été conçues pour
accueillir des personnes qui se réfèrent à différentes traditions, religieuses ou non religieuses. À quel besoin fondamental est-ce que ça répond quand pour revenir à la question initiale de ce moment vraiment particulier qui est celui de la souffrance, pourquoi avoir choisi des alvéoles comme ça qui soient à la fois religieuses et non religieuses, et comment est-ce qu'il faut les aménager au fond pour qu'elles soient le plus compréhensibles et le plus utiles aux personnes qui fréquentent cet espace? Cynthia, oui. Alors, il y a plusieurs choses parce que, si vous voulez, on va revenir à la question aussi du soin et de l'architecture et pourquoi il y a une dimension spatiale du soin. Se contenir, se soutenir, tenir. Donc, le fait qu'un être se tient droit, si vous voulez. Très souvent, vous avez une contenance par l'enveloppe. On parlait ce matin de Winnicott. On appelle ça la dimension phorique de foreign, du grec, qui vous tient. Donc, très clairement, là, par exemple, on peut tout à fait poser comme hypothèse que les alvéoles sont des enveloppes. Voilà, et qu'elles vous contiennent, elles vous permettent de vous soutenir. Bon, sachant qu'il faut savoir que la contenance, produire de la contenance, ce n'est pas nécessairement par l'enveloppe. Vous l'avez dit tout à l'heure, pourquoi le silence et pas la parole? Il y a énormément, et Dieu sait que la psychanalyse produit de la contenance par la verbalisation, par le fait de parler, par la symbolisation. Mais là, malgré tout, il y a aussi des rapports aux objets et aux symboles, et on sait que ça produit de la contenance. Et nous, à la chaire de philosophie, on travaille. On a d'ailleurs un séminaire pour tous ceux qui sont intéressés sur architecture et soins, et qui a lieu dans une antenne de la chaire de philosophie sur l'Adamant, que vous connaissez sans doute, qui est un des lieux, un des derniers grands lieux aussi de psychothérapie institutionnelle. Qui a fait l'objet d'un documentaire. Voilà. Qui a fait l'objet d'un documentaire superbe de Nicolas Philibert et qui a eu l'Ours à Berlin. Et donc, et je vous invite vraiment à regarder cela, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la question de l'architecture, pourquoi? Parce que nous avons des hôpitaux qui sont dédiés, et encore une fois, c'est pas une dénonciation, mais ils sont dédiés à la rationalisation, au flux, à l'ambulatoire, donc à des techniques qui produisent beaucoup de création d'espaces qui nient, par exemple, l'interstitiel. Il n'y a quasiment plus d'interstitiel, et on sait à quel point, par exemple, pour être bien, il faut rencontrer les gens dans de l'interstitiel. Il faut rencontrer, avoir des espaces qui ne sont pas que fonctionnalistes, avoir des espaces qui peuvent produire différents types d'usages, et voire même l'antithèse de l'usage qui était posé. Bon, quand vous faites un couloir, a priori, vous faites un couloir. Il faut du flux, c'est du flux. C'est compliqué de s'installer dans un couloir, etc., etc. Donc on voit que pour qu'un lieu soit humain et produise, c'était un terme également de la clinique institutionnelle qui s'appelle la pathoplastie, pour qu'un lieu ne produise pas justement un sentiment de mal-être, mais au contraire une ambiance, comme on peut le dire également avec la psychothérapie institutionnelle. En fait, il y a toute une réflexion architecturale essentielle. Et juste dernier point, puisque nous, on travaille beaucoup là-dessus, effectivement, à la chaire, mais pas que du côté de l'architecture, mais du côté de qu'est-ce qui fait contenance. Et vous savez qu'en psychiatrie, l'envers de la contenance, on pourrait dire, c'est la contention, c'est-à-dire précisément le fait que c'est du soin sous contrainte et c'est une contenance qui est tout sauf agréable puisqu'elle est empêchante. Et quand vous discutez notamment avec les jeunes gens, je dis ça par rapport au fait de se recueillir, etc., qui n'est pas simple pour eux, puisque pour certains, beaucoup veulent produire de la contenance d'abord par de la décharge. Et donc, ça veut dire que ici, si par exemple, dans leur premier rapport au réel, et peut-être même au réel de la mort, ça serait de casser quelque chose. Ça serait pas de faire taire quelque chose en eux, mais de pouvoir exprimer une colère, une peine, etc., etc. Est-ce que c'est pour ça que François Crémieux parlait ce matin d'une réflexion sur des salles de sport, enfin d'autres types? Tout à fait, parce que si vous voulez, on voit que énergétiquement, entre guillemets, c'est pas que les jeunes seront plus
plus nerveux ou pas. C'est pas tellement ça, c'est que chacun d'entre nous, on se contient par des techniques et qui sont en rapport aussi avec nos défenses psychiques par rapport à nos émotions. Et on va se défendre de telle ou telle émotion et on va produire telle ou telle action. Donc plutôt, certains vont dire la verbalisation, d'autres au contraire vont considérer que non, il n'y a aucun mot et surtout pas de mots. Donc du silence est plutôt un rapport par le corps et du non-verbal, et d'autres au contraire par une possibilité de se décharger, d'autres encore par de l'enveloppe, etc., etc. Donc là, très clairement, on a une architecture qui est plutôt dédiée à l'enveloppe, qui est dédiée à la luminosité naturelle aussi, au fait qu'il y a une ouverture, mais on l'a très bien dit ce matin, cette ouverture, elle est aussi un trou, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, je ne vais pas faire du mauvais Lacan, mais quand même, on peut dire le traumatisme, etc. Donc, c'est-à-dire, en gros, tout ce qui fait manque, tout ce qui est par, comment dire, l'infinitésimal. Donc, et puis, c'est une verticalisation, c'est un rapport. Après, sincèrement, chacun produit le rapport symbolique qu'il a envie de produire à cet endroit. Mais il y a quand même des grands invariants, il y a des grands archétypes qui constituent cet endroit. Oui. C'était intéressant juste d'ailleurs ce matin d'entendre une ex-patiente qui disait qu'elle n'avait pas tout de suite compris le lieu ou qu'elle avait mis du temps en fait à se l'approprier. Oui. Olivier Mongin, aussi oui. Vous sur cette coexistence d'alvéoles. Je veux bien revenir sur les interstices, que je pense que c'est la question centrale. D'abord, distinguons bien ce qui est lieu et espace. Le lieu médical, c'est un lieu où je suis immobilisé en partie. Je ne parle pas du tout de l'IPC, je parle abstraitement, vous m'autoriserez. C'est un lieu, ce que disait De Certeau, c'est un lieu qui vous a servi. Et très souvent, c'est des lieux où il y a un refoulement de la mort. Ça, c'était la thèse de Certeau, qui a beaucoup écrit sur l'hôpital, et de Michel Foucault. Il y a un refoulement de la mort dans des lieux qui devraient accompagner la mort. Parce que justement, la technique refoule la mort. Nous n'en finissons pas avec le transhumain et de croire, et de tout ce qui arrive avec les techniques. Et là, vous avez très bien dit, l'évolution de la médecine est très rapide sur le plan technologique. Et il le faut peut-être pour sauver les patients. Mais on a donc ce problème-là qui est... C'est la mort. Je vous donne la parole juste après. Avec vous, on ne craint pas la mort, cher Pistoletto. Je peux dire un mot? Non, attendez, je finis un peu là. Je finis juste mon petit, pas longtemps. Simplement, hein, De Certeau disait qu'un lieu qui est un lieu fermé, ça peut être n'importe quel autre lieu qu'un hôpital, qu'un lieu qui vous aujourd'hui avec la connectivité, nous sommes de plus en plus asservis à l'espace. Et donc il faut recréer du temps. Et c'est ça la grande question, c'était très bien dit ce matin, et Crémieux a parlé de guerre des temps. Moi je pense, alors plutôt que parler, d'abord j'aurais rappelé que espace, je reviens toujours à l'Italie, vous m'en voudrez pas, et au latin, ça vient de spatium, et que dans spatium, mais il y aura une table ronde là-dessus après, je m'arrête, il y a spes, espoir. C'est-à-dire la capacité d'habiter un espace, c'est ce qui me fait regarder ailleurs. Très important, ça ne veut pas dire que c'est l'utopie. Mais dans spatium, c'est... Alors après je m'arrête sur les rythmes. La question, c'est les seuils. La question, c'est de... Bien sûr qu'il y a je serai immobilisé sur un lit, et j'y peux rien, je ne vais pas m'en prendre à vous, cher ami, mais le problème, c'est de créer des seuils, des interstices, c'est-à-dire ce qu'on appelle une rythmique. Et toute la réflexion forte sur, je dirais, l'urbanisme, c'est-à-dire le rapport à l'espace, c'est quelque chose, et Alberti et tous les grands renaissants le faisaient, prenaient en compte la rythmique. La rythmique... Vous l'avez évoqué, Cynthia, ça renvoie quand même au langage quelque part, etc. Alors la question qu'on peut poser, je parle moi en tant que de l'extérieur, hein, celui qui viendrait participer sans trop être au courant. Pourquoi effectivement on n'a que des murmures, des prières, d'une émotion totale? Pourquoi on a cité Yankelevitch, que j'ai relu à ce moment-là, parce que Yankelevitch, qui est beaucoup réfléchi sur la mort, il distingue ce qu'il appelle l'ineffable, qui est la manière d'accompagner la vie dans des moments difficiles avec la musique, dont il met en avant la musique, et ce qu'il appelle le monde de la mort, le monde ténébreux, etc. Et le monde ténébreux, c'est le monde de l'indicible. On n'a rien à dire de la mort. Vous savez, c'est le fameux paradoxe d'Épicure. Au fond, vous l'avez évoqué. Mais moi, j'ai rien à dire de la mort parce que je ne l'ai pas vécu. Et une fois mort, je n'aurai rien à dire de la vie parce que je ne suis plus dans la vie. C'est le paradoxe d'Épicure qui explique pourquoi on est très coupé de ces questions-là. Et la force de ce que vous faites et de ce que font et médecins et architectes,
parce que les médecins sont aussi des architectes, hein, autant que possible, c'est-à-dire faire tenir ensemble des choses qui ne tiennent pas ensemble. C'est tout ce que ça veut dire. C'est la vie. Et quand ça ne tient pas bien ensemble, ça fait mal. Et le mal, c'est la division. C'est quand ça divise trop. Ben, c'est comme quand il y a la guerre. Hein. C'est quand ça divise trop le cœur, ça fait mal. Et c'est bon. Voilà, donc on a ces questions, l'un et le multiple, qui au fond travaillent toutes ces disciplines dont on parle. Et moi, j'insiste beaucoup sur la question de la rythmique. Et je pose quand même une question, effectivement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de musique? Comme Yankelevitch dirait, il faut mettre de la musique, l'ineffable, se rendre un peu heureux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de texte? Et comme a dit la jeune fille ce matin... Et Michelangelo, est-ce que vous vous êtes posé la question de la musique? Non, ou d'autres formes d'expression. Non, mais c'est une question. Non, mais... La musique, il y a pas de musique. Pourquoi, voilà, oui. Si vous voulez, là, vous pouvez entrer, vous pouvez faire toute la musique que vous voulez. Chaque religion a sa musique. Chaque religion a son chant. Oui. Sa façon d'utiliser ce phénomène qu'on appelle justement le chant, la musique. Il y a avant le chant. Le chant arrive avant la parole, avant la poésie. On commençait ensemble et après on commençait à parler peut-être. Je ne sais pas, on commençait à faire c'est beau. Mais après, il y a un chant, il y a des paroles, il y a des mots qui expriment quelque chose dans la musique de chaque religion. Donc, parce que les personnes qui viennent peuvent... lors de leur célébration ou pour prier, s'accompagner de musique et de chant, etc. Magnifique s'il faisait. Non, parce qu'après, si on prend les religions monothéistes, on voit qu'il y a quand même des références aux textes, aux livres qui sont très différentes. Oui. Moi, je connais bien le monde juif et j'ai beaucoup de respect pour ce qu'on appelle l'étude, l'exercice talmudique. Moi qui me manque en tant que chrétien catholique qui a été inéduqué à lire la Bible. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Moi, c'est Paul Ricoeur, le protestant, qui m'a fait lire la Bible. Un catholique n'apprend rien, sinon... Alors, peut-être que ça fait référence à l'autre sujet. Non, mais je ne veux pas dire à une ancienne journaliste de la Croix qu'on n'apprend rien. Mais, ah non, quand même pas. Non, mais c'est une vraie question. Ouais. Donc, la question du rapport au livre. Moi, j'aimerais être comme Lévinas tous les samedis. Vous vouliez questionner les symboles qui étaient mis. Est-ce que c'est ça, la question des symboles qui avait été demandée aux différentes religions? Non, mais la question des symboles, moi, je n'ai rien à dire. Je la respecte totalement. Elle est discrète. Chacun propose ses signes. Ma question, c'est plutôt la place du texte, la place des livres et la place de l'étude. La place de la... Et je suis, moi, dans le monde juif, très fasciné par la place donnée à l'étude. Moi, voilà, on peut différencier, on peut comparer les religions quand même. Hein. De même, moi, je vais souvent au Caire. J'adore aller dans les mosquées où tout le monde se trouve. On voit le ciel directement, comme au Puy de Lumière. Et les gens, ils viennent avec leur môme pour travailler. C'est-à-dire, c'est un espace collectif qui mélange tout. D'une certaine Une autre chose que je dirais, je ne sais pas, vous avez pu vérifier, là, si... Il y a plutôt le musulman, les catholiques qui vont plutôt que les gens d'autres religions, comme par exemple les bouddhistes. Peut-être les bouddhistes, ils n'ont pas besoin de ritualiser. Ils vont à l'hôpital et tout ça, ils sont soignés, tout ça, ils pensent, ils ont sa façon de penser, ils vont à la maison. Ils n'ont pas besoin d'aller dans la chapelle, peut-être. Non, mais oui. Mais les musulmans, peut-être, sont les gens lesquels le ritualisent le plus que les autres. Alors, ils ont besoin d'un lieu pour y aller. Voilà. C'est peut-être la question qui est posée aussi par ce lieu, c'est qu'au fond, finalement, on a mis, alors très généreusement, on a ouvert ce lieu aux différentes traditions religieuses, en leur donnant un espace à chacune et en leur demandant à chacune de donner un signe ou un symbole, ce qui n'était pas évident pour toutes, puisqu'elles n'ont pas forcément un symbole religieux qui est évident. Et puis d'autre part, en fait, c'est un peu comme si on leur propose la même chose. Enfin, ça ne veut pas dire que chaque religion a tout le même numéro de client. Hein. À quoi, tout? Je n'ai pas compris. À le même numéro de clients. Mais c'est peut-être ça, c'est qu'en fait, on leur propose un espace à chacune qui est le même et avec un peu les mêmes, le même format ou les mêmes demandes. Est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion un peu sur la coexistence religieuse aujourd'hui? À la fois, c'est un espace qui est très beau parce qu'il montre cette coexistence et en même temps, peut-être la difficulté de l'organiser.
Oui, mais il est évident qu'il ne faut pas... Ça a été très bien dit ce matin par Crémieux et d'autres. Il est évident que, pour bien connaître quand même Paris, ce type d'endroit ne me paraît pas concevable aujourd'hui dans un espace... Je ne suis pas d'accord. Non, vous n'êtes pas d'accord. Non. Oui. Bon, Et Isabelle Saint-Martin, après, nous dira les autres lieux de ce type qui existent. Non, mais attendez. D'abord, il faut remettre le lieu dans son contexte. C'est rien qu'un lieu d'accueil pour des personnes qui sont confrontées au doute et à l'incertitude. Et il se trouve que c'est à Marseille parce qu'il y a une culture de cette nature et on se fréquente comme ça dans les quartiers, etc. Et quand on est confronté au malheur ou au doute, on est solidaire et on est ensemble. Mais ça existe à Paris aussi, hein, je crois. Deuxièmement, c'est un lieu... Non, mais je ne rentre pas dans ce débat. Non, mais... De toute façon, ce que je disais dépasse le lieu ici. Bon. Je parle généralement. Donc, oui, alors disons qu'il y a des valeurs autour de la Méditerranée qui sont devenues des usages où on fait des efforts, en tous les cas, pour être ensemble. Dans la c'est à Marseille qu'est organisée cette journée aujourd'hui. Enfin, dans ce sens-là, il y a quelque chose d'exemplaire, c'est tout, il faut le dire. On a fait le choix de ne pas organiser. C'est un choix. Donc c'est pas un lieu aussi de pensée, c'est pas un lieu de prière dédiée, c'est pas un lieu où on vient réfléchir. Ça n'a rien à voir avec une école coranique, ça n'a rien à voir avec des lieux, des endroits où on étudie le Talmud. Ces endroits où on a rencontré le cancer et on n'est pas bien. C'est tout. Non, mais je me permets d'insister sur le contexte. Mais vous avez raison. Et de même sur l'équilibre. C'est évidemment déséquilibré entre les confessions religieuses, mais on s'en fout. On s'en fout. On n'a pas fait des numéros et des tailles. Il peut y avoir ce genre de tendance. Et j'ai l'intime conviction, ce n'est pas du tout une preuve ni une certitude, que ça peut fonctionner partout. Ça peut fonctionner partout, mais il faut avoir l'audace peut-être de le tenter et de le laisser faire. Et de le laisser faire parce que il se crée petit à petit une bienveillance. Quelques points encore. Pourquoi ce n'est pas un lieu d'étude et ce n'est pas toujours un lieu de recueillement? C'est ouvert 24 heures sur 24. Vous savez à quel moment c'est le plus fréquenté? C'est la nuit. Oui, la nuit, les malades et les familles viennent. Elles ont besoin d'être tranquilles. Donc, il n'y a pas des... Donc, c'est des lieux qui sont ouverts, qui n'ont pas de vocation particulière démonstrative, sauf de dire qu'il y a des endroits où on peut être ensemble. Et là, tout d'un coup, peut-être qu'on sent le sacré qui arrive. Oui, non, mais si je peux me permettre... La dernière chose que je voudrais dire, je voudrais dire sur la santé... Vous avez dit, on n'a pas assez parlé de la mort, où ces témoignages étaient terribles, etc. Bon, en tant qu'acteur de santé, nous, on se bat contre la mort. On perd à tous les coups. Hein. Je sais. Mais c'est notre job. Et quand on soigne le cancer, comme vous le savez certainement, dans le temps, on disait, pourquoi vous les embêtez, ils ont un cancer. Maintenant, on commence à en guérir la moitié, puis les 2/3, et on vise les 3/4. Donc, le choc reste le même quand on le rencontre. Mais l'objectif, c'est effectivement de lutter aussi contre la mort, contre le risque de mort. D'accord ? Parce que le risque, il est présent, mais la mort, elle n'est pas toujours à l'issue. Donc, c'est pas mal ces lieux, parce que ça vous permet de remettre ça un peu en ordre, enfin, ou du moins en mélange, pour trouver une nouvelle perspective. Et dans les témoignages qu'on a entendus, et dans d'autres, beaucoup parlent du futur et des perspectives à venir. Merci beaucoup, Dominique. Ce qui est bien, au moins, avec ces échanges un peu passionnés, c'est qu'on voit que ce n'est pas un sujet simple. Et en même temps, le but de la journée, c'était bien aussi de faire ressortir les multiples questions qui se posent à partir d'une expérience comme celle-là. Avant que Cynthia Fleury nous quitte, je voulais encore lui donner la parole. Ce qui était intéressant ce matin, c'était que on entendait chez certains le fait que c'est presque comme une évidence que ces lieux font partie pour certains du soin, que ça peut être une question de dignité comme celle que vous avez étudiée. Pour d'autres, on a entendu que c'était une question d'hospitalité ou d'humanité.
Et en même temps, on a bien compris que ce n'est pas une évidence pour tout le monde et qu'il y a des vraies différences de conception. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas tous d'accord sur ce que doit être le soin, ce que doit être la dignité, la prise en compte de la dignité du malade ? Non, mais ce qui est certain, c'est que, bien évidemment, qu'il n'y a pas nécessairement que du consensus. Il y a aussi de la conflictualité. Il y a une racine commune. Non, il n'y a pas de souci. Mais comme on est sur deux, on est au même moment sur le. Moi, je préfère le laisser parler. Non, pas tout de suite. Bon, alors, voilà. Non. Donc, sur la question, vous allez me la remettre dans la tête. Il n'y a pas de consensus sur... Il n'y a pas de consensus, voilà. Il n'y a pas de consensus nécessairement. Maintenant, la question, c'est de savoir si... C'est pour ça que d'avoir une approche, si vous voulez, maximaliste de la toute synthèse et de produire le lieu qui viendrait nous réconcilier tous. Enfin, sincèrement, c'est à la fois infantile et délirant. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout ça l'enjeu. L'enjeu, c'est au contraire de produire un lieu qui, au moins, permet à un moment donné d'avoir ce qu'on a dit, c'est-à-dire ce recul, cette réflexivité, ce possible dialogue avec, la religion de quelqu'un d'autre ou tout simplement le rapport à l'incertitude de quelqu'un d'autre. Et déjà de construire un lieu qui est dédié à cette possibilité-là d'être en interrogation et de ne pas être immédiatement viré de l'espace-lieu parce que vous êtes en interrogation, puisque c'est ça, si vous voulez, la vérité des lieux, c'est qu'ils sont très, très fonctionnalistes et un lieu est dédié à telle action. Et si vous vous mettez dans ce lieu... à la cafétéria et que vous ne consommez pas... vous êtes viré. Bon, là, tout d'un coup, non, vous êtes dans un lieu où vous pouvez dédier ce lieu à quelque chose d'autre qui n'a pas immédiatement son efficace, qui est chancelant, qui est vulnérable. Vous pouvez le faire avec d'autres. Le silence, malgré tout, reste une possibilité de partage plus évidente, parce que bien sûr qu'on peut entendre la musique, etc., mais c'est vrai qu'il y a dans le silence comme une sorte de filtre, si vous voulez, à la fois de la parole et puis du bruit ambiant. Hein, on est dans un monde où le fardeau sonore est surréaliste. Donc, pour le coup, qu'on ait un lieu un peu silencieux, je pense que là aussi, ça fait sens. Et moi, je suis d'accord avec Dominique sur le fait que on a une vision, là, encore une fois, très infantile de l'œcuménique, alors que, justement, il peut être un lieu où c'est du dialogue, de l'herméneutique, donc de l'interprétation, et pas nécessairement du consensus, mais au minimum la possibilité de pouvoir être un peu ensemble à certains moments. Et cette culture de l'œcuménique, elle est faiblement investie. Donc, sincèrement, nous aurions d'autres lieux qui investissent intelligemment cette culture de l'œcuménique que, sincèrement, ça ferait du bien, ça ferait plutôt du bien à la société et pas simplement à l'hôpital, à l'ensemble de la société. Et juste vous rappeler qu'au moment de la Covid, d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de lieu, puisqu'il y avait un empêchement, on a vu surgir partout des hôtels profanes, parfois certains dans des églises, mais les églises disaient à tous, mais venez, on vous offre ici parce que c'est notre tradition, mais vous pouviez aussi trouver ça dans des parcs. Donc, si vous voulez, immédiatement, les gens ont produit cette œcuménique qui est en eux et n'ont pas fait, si vous voulez, des parcelles de qui symbole, qui bouddhiste, qui ceci, qui cela. On s'est retrouvé autour, encore une fois, de cet ineffable. Et oui, je pense que c'est quelque chose qui nous constitue comme un fait anthropologique et que nos cités, nos institutions permettent régulièrement de nous dédier à cela. Je pense que c'est un bon point, oui. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous. Oui. Oui. Très bientôt, j'espère. Voilà, Cynthia Fleury nous quitte. Voilà. Olivier Bongin, vous vouliez ajouter quelque chose Moi, j'ajouterais 1000 choses, oui. Je voudrais simplement éviter un malentendu. Moi, je ne suis pas venu pour faire l'éloge de... Bon, je suis admiratif et je peux être qu'admiratif. Bon, voilà. Après, en quoi ça peut nous enseigner, nous, à faire autre chose ? Et là-dessus, je voudrais juste faire une petite digression sur, justement, qu'est-ce que ça nous apprend ? C'est que là, les religions sont mises
Moi, je fais partie d'une génération qui a cru à l'œcuménisme. Et Cynthia vient de faire la critique. L'œcuménisme, ça a consisté, mais vous pouvez me... Très souvent, c'est ce que disait Paul Ricoeur. Et communisme? Non, pas communisme, communisme. Éco. Éco. Enfin, on se comprend, l'œcuménisme religieux, je parle. Ça consistait très souvent à se mettre d'accord sur ce qui ne faisait pas problème. Hein, en France, très souvent. Hein, mais on peut me contredire. Et donc, mais donc là, en l'occurrence... Le problème, quand même, dès lors qu'on parle de religion, j'oublie un peu le milieu. Excusez-moi, les guerres de religion, elles sont anciennes. Elles ont commencé dans l'histoire. L'Europe démarre avec des guerres de religion. La question est quand même encore centrale. Les guerres reviennent. Et excusez-moi, l'orthodoxie Poutine, c'est quand même pas de la blague. Et on est quand même, on ne peut pas faire en sorte de ne pas reprendre la question, vous l'avez évoqué ce matin, politique de la religion. Et donc voilà. Alors donc, ça m'amène juste d'un mot. Quelle leçon vous tirez? Ça m'amène juste un mot. Là, un peu de philo très facile. Aristote distinguait l'opinion, doxa, et l'épistémé, la science. Hein, au fond, vous, jusqu'à présent, le patient, c'était la doxa, tu te tais, tu racontes ce que tu veux, et moi, j'ai la science. Non, Aristote distinguait ce qu'il appelait la doxazen, c'est-à-dire, vous l'avez dit dans vos conférences du Louvre, le vrai semblable. Je ne maîtrise pas la vérité, mais je crois quand même que je crois à cette vérité. Et le problème, Paul Ricoeur dit ça très souvent, le problème de la religion, c'est si j'ai des convictions, que je sois musulman, et tout ça, ça renvoie aux pratiques. Je m'en fiche du code de chaque... Si j'ai des convictions, c'est que je crois bien que ça renvoie à une vérité. Donc le problème, c'est de créer des espaces où la vérité ait du sens, mais où personne ne puisse maîtriser la vérité. Et c'est ça votre espace. Et en ce sens-là, vous me permettrez de dire qu'il est exemplaire et que je peux en tirer des conclusions. Et je vais terminer quand même sur la médecine. J'ai dit du mal de ma famille médicale. J'ai cru comprendre que la médecine, c'était l'art du diagnostic et pas uniquement la maîtrise des techniques. Parce qu'Aristote, dans le Doxazen, qu'est-ce qu'il met? Les artistes, le conducteur de bateau et le médecin. C'est-à-dire, c'est des gens, un bon diagnosticien, c'est quelqu'un qui est capable, grâce à des années d'études, où il s'est cassé les pieds, et il a cassé les corps des autres aussi, à faire un bon diagnostic. Et un diagnostic, c'est pas maîtriser la vérité. C'est ce que faisaient les généralistes. La politique aussi devait être généraliste, c'est-à-dire être capable de faire des diagnostics, ce qui est bien terminé. Et donc, moi, j'aime beaucoup ça, parce qu'entre le médical et le religieux, il y a une question commune, qui est celle du vraisemblable. Et la question du vraisemblable, c'est la question du devenir de l'Europe. Merci beaucoup, Olivier Mongin. Est-ce que vous voulez qu'on laisse le dernier mot à vous, Dominique, à Michelangelo? Juste une réaction quand même sur le diagnostic, parce que c'est très important. C'est quoi le diagnostic? C'est nommer. C'est nommer correctement et le plus précisément possible une maladie. Mais c'est nommer pour quoi faire. Donc, les médecins ne sont pas des gens qui nomment, c'est des gens qui traitent. Et ils croient, il est vraisemblable que mieux on nomme, mieux on traite. Et donc, la grande révolution actuelle, c'est que effectivement, on arrive à nommer, à disséquer. Là où on n'y est pas allé complètement, c'est à rendre quand même la thérapeutique très singulière de la maladie et de la personne. Mais le jeu, c'est celui-là. Et les patients et les familles qui fréquentent ce genre de lieu sont confrontés, je disais ce matin, à la rencontre avec des noms. Des noms qui signifient des choses pour eux, qui sont éventuellement terribles. Et ce qui compte pour les soignants, pour l'hôpital, pour la société, c'est pas tellement le diagnostic, c'est les solutions. Et les solutions, elles sont éventuellement des propositions vraisemblables. Voilà. Et par rapport à la quête spirituelle, il me semble que la rencontre avec l'art permet aussi d'ouvrir des solutions, ou du moins des apaisements, au milieu du grand désordre. Michelangelo. Après, de toute façon, on vous donnera la parole aussi dans la table ronde suivante qui est sur le thème créer. Et là aussi, vous pourrez évidemment réagir si vous préférez. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez attendre, mais est-ce que vous voulez dire un mot sur la fin de cette table ronde, sur réfléchir, parce que vous êtes à l'origine de ce terme, ou du choix de ce terme.
regardez, je dois parler plus tard. Oui, oui, bien sûr. Non, Maintenant, c'est absolument pas une obligation. C'était simplement, est-ce que vous voulez conclure cette table ronde et réagir à cette question? Est-ce que vous êtes... Je peux dire un mot, par exemple, réfléchir sur un mot, par exemple, le mot mort, la mort. Et réfléchir comment je suis arrivé à parler de mort. Parce que j'ai fait mon tableau miroir, et ce que je vois dans le miroir, c'est que ce que je vois à ce moment précis dans le miroir, il y a une vision. Je suis là. Tu peux faire une photo, tu arrêtes cette vision. Mais dans le miroir, ne s'arrête pas. Elle passe. Donc, moi, j'étais là. J'étais pas là. Donc, je n'étais pas là. Je suis là. Je suis plus là. Alors, qu'est-ce que c'est? Le miroir me montre que la vie ne dure qu'un instant. Je nais, je meurs. La mort est instant après instant, je meurs. Je nais, je meurs, je meurs, je meurs. L'image est comme ça. Le présent n'a pas de durée, n'a pas de durée. Donc, il n'y a rien qui est là pour toujours. Arrêté là, sûr, unique, seul, toujours, figé, rien. Là, tout naît et meurt à l'instant. Il y a une durée. Il y a une durée minimale. Cette durée minimale qui fait que après il y a des systèmes chimiques, par exemple, avec lesquels deux éléments se combinent et produit un phénomène qui fait que d'autres éléments se combinent autour de ce phénomène et d'autres trucs se combinent et ce phénomène se produit. Et là, il y a une mémoire de quelque chose qui s'est passé, qui se combine. Et tout ça fait que, à travers toutes ces combinaisons, nous continuons à nous voir dans le tableau, dans le miroir. Parce que c'est la chimie que nous voyons dans le miroir. C'est quelque chose de chimique qui se produit et qui prolonge. Mais nous avons l'impression que nous sommes toujours les mêmes. Non, chaque instant, nous sommes déjà différents. Et on devient âgé, on devient grand, vieux, on meurt. Et on meurt, mais c'est une durée. C'est une durée qui est prolongée, qui prolonge à travers la chimie. Ce phénomène devient mort instantané. Donc, la médecine, c'est notre foi pour espérer qu'on puisse vivre le plus long possible. Et c'est la même foi qui a été utilisée par les religions pour dire, croyons que quelqu'un nous aide à vivre le plus possible, mais nous avons des gens qui nous aident physiquement. C'est la chimie, c'est le travail de mettre ensemble des éléments qui produisent. Donc, nous avons aujourd'hui une science incroyable de la santé. On a des possibilités qu'on pensait qui étaient impossibles. Ce sont des vrais miracles de la science. Mais il n'y a rien qui vit pour toujours. Rien. Une mouche naît, vit et meurt. En fleur, naît, vit et meurt. Une civilisation naît, se produit et meurt. Nous avons des ruines partout de civilisations qui sont mortes. Rien survit, rien. Mais on a la capacité à travers notre culture, de cultiver le passé, faire que la mémoire nous aide à prolonger notre capacité de vision du monde vers le futur en regardant le passé, peut-être,
à travers l'intelligence artificielle, on va créer aussi, on a l'illusion peut-être qu'on va faire des choses fantastiques, qu'on va tous entrer dans une intelligence qui va perdurer plus que d'autres choses. Mais l'univers même va mourir. L'univers est né, il a tout son temps et il meurt. On en reparlera effectivement dans la dernière table ronde. Rien. Sur le thème espérer. Mais c'est notre espérance de vivre le plus possible. Merci infiniment. Et pas seulement de savoir faire quelque chose de nous-mêmes qui reste, qui peut survivre avec les autres. Que les autres peuvent faire survivre, c'est notre intelligence, c'est notre capacité, comme nous, on est en train de faire survivre ce que c'était le rêve de nos ancêtres. Merci infiniment. Et bon, ça nous montre l'infinité de questions que soulève ce lieu.